Énergie marine renouvelable organisée par le syndicat des énergies renouvelables, avec pour thème cette année cap sur la compétitivité, ah oui, accélérer la dynamique des filières énergie marine renouvelable. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a une exposition qui est en train de se monter à côté et il est possible, probable, qu'il y ait quelques légères nuisances sonores par moment. Si elles deviennent trop importantes, on leur dira qu'on est en train de travailler juste à côté. Ces assises vont s'articuler autour de 3 tables rondes cet après-midi: planification et cohabitation des différents usages, seconde table ronde sur la structuration de filières industrielles et surtout, le leitmotiv, la réduction des coûts. Troisième table ronde, le nerf de la guerre et le financement dans tout ça. Comment financer les projets, que ce soit des projets de R&D, que ce soit des démonstrateurs ou que ce soit des fermes commerciales. Comment va-t-on procéder? Quels sont les outils à disposition? Quels sont les mécanismes? Qui peut les mobiliser? Comment s'y prendre? Je vais laisser tout de suite la parole pour ouvrir ces troisièmes assises nationales à Michel Venac, maire de Biarritz. Après vous avoir demandé un petit instant de courtoisie électronique, merci de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur vibreur jusqu'à la fin de la journée. Merci pour les intervenants, merci pour vos voisins. Michel Venac. Monsieur le Président du syndicat des énergies renouvelables, Monsieur le Président de l'ADEME, Mesdames et Messieurs, je veux vous dire tout le plaisir et aussi toute la fierté que j'éprouve d'accueillir ici à Biarritz ces troisièmes assises nationales des énergies marines renouvelables. Cet accueil aujourd'hui, sur ce sujet tellement porteur d'avenir, est un nouvel épisode, en réalité, de la longue histoire qui unit notre ville à l'océan de façon intime, de façon très physique, je dirais même métaphysique. Biarritz est une ville océane. Elle a été, au fil de l'histoire, au fil du temps, l'actrice de toutes les relations que l'homme a entretenu avec la mer. Il y eut au XVIIe siècle les valeureux pêcheurs basques poursuivant les baleines jusqu'à Terre-Neuve et dans les eaux lointaines de la Gaspésie. Il y eut au début du XXe siècle les timides débuts des bains de mer avec des messieurs en habit sur la plage et des dames dévoilant pudiquement leurs chevilles. Le tourisme balnéaire était lancé et n'allait pas s'arrêter. Puis ce fut la découverte des bienfaits de l'océan sur la santé et le développement de la thalassothérapie, par exemple, ici à Biarritz, et des soins utilisant la mer. Au milieu des années 60, pour récapituler très rapidement cette relation intime avec l'océan de ma ville, au milieu des années 60, c'est le surf qui fit son entrée en Europe par Biarritz, entraînant derrière lui les sports de glisse et leur économie. Aujourd'hui, un nouvel enjeu se présente, celui du défi océan, celui de la croissance bleue. Il est lié, ce défi, à la prise de conscience, à la conviction que l'océan contient les réponses à un grand nombre de questions majeures que se pose l'humanité. La conviction que les extraordinaires ressources de l'océan constituent un formidable potentiel dans de nombreux domaines. Le potentiel alimentaire, grâce au plancton, grâce aux algues, grâce aux protéines animales aussi, bien sûr. Le potentiel médical, grâce aux molécules et aux enzymes des espèces marines. Le potentiel économique, les métiers, les filières d'excellence. Et bien sûr, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, ainsi que demain, avec le Salon Synergie, le potentiel énergétique grâce aux énergies bleues. Cette conviction, nous la partageons et ici, à Biarritz, nous avons voulu depuis quelques années maintenant marquer notre volonté
politique, notre volonté de nous positionner sur cet enjeu majeur. Ça a été la construction, il y a quelques années, de la Cité de l'Océan. La Cité de l'Océan, qui est un lieu de vulgarisation scientifique, c'est aussi un totem, c'est aussi un signal pour indiquer que nous voulons être de cette aventure qui s'annonce. Et puis, prochainement, avec l'agglomération Côte Basque-Adour, et je salue son président qui doit être dans la salle, avec la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, le grand projet de constituer la 4e technopole de notre agglomération, qui est une technopole qui sera vouée effectivement à l'océan, et d'ailleurs dont le nom sera Ocean Start. Et cette technopole, qui vient s'ajouter aux 3 que nous connaissons aujourd'hui, Starbell pour les services numériques, Technocité pour les matériaux composites et les matériaux de pointe, Archivea pour l'éco-construction, eh bien cette technopole de la mer sera vouée aux technologies et aux industries de l'océan. Nous y travaillons avec beaucoup de détermination, beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir aussi, et cela, dans les prochains mois, va se concrétiser. Voilà, Biarritz et le Pays Basque veulent être de cette formidable aventure écologique, économique, scientifique, en un mot humaine, qui s'annonce. Notre conviction est devenue une ambition. Une ambition, mesdames et messieurs, que je l'espère, nous porterons ensemble désormais. Je souhaite d'excellents travaux à vos assises. Merci. Alors effectivement, le président de l'agglomération Côte Basque-Adour, c'est Claude Olive. Je viens de discuter avec lui, il est bien dans la salle et il surveille. Jean-Louis Ball, lui, est le président du SER, Syndicat des énergies renouvelables. C'est presque une fédération qui regroupe toutes les filières énergies renouvelables. Je lui laisse la parole. Merci. Madame la déléguée à la mer et au littoral, chère Catherine Chabot, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'ADEME, cher Bruno, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, je voulais d'abord chaleureusement remercier Monsieur Benach, donc maire de Biarritz, pour l'accueil qu'il nous fait pour ces 3e assises nationales des énergies marines renouvelables. Je voudrais malheureusement commencer par excuser, je dis malheureusement par rapport à excuser, mais par rapport à son absence, donc notre ministre Ségolène Royal, qui est mobilisée par l'actualité sur la disponibilité des carburants, qui est évidemment quelque chose de vital pour la vie économique et pour la vie de nos concitoyens. Et de plus, cette annulation du déplacement de Ségolène Royal a entraîné l'annulation du déplacement de son directeur général de l'énergie et du climat, M. Laurent Michel, qui a bien voulu néanmoins nous envoyer sa contribution. Et donc, juste après mon discours inaugural, Bruno Lesjoin, que je remercie chaleureusement, viendra vous présenter l'exposé qui était prévu pour Laurent Michel et qui apportera beaucoup de précisions sur les dernières annonces de la ministre au sujet des différents appels d'offres sur toutes les technologies. Alors je voudrais commencer une première partie de mon exposé sur le bilan de l'année qui s'est écoulée, donc depuis la précédente édition, année qui a été marquée donc par plusieurs événements majeurs dans le monde et dans le monde des énergies renouvelables. À commencer bien entendu par la COP 21 qui a réuni 195 pays en décembre dernier à Paris et qui a abouti, après de longues discussions à bâtons rompus, qui a abouti à un accord fixant à l'ensemble des parties donc l'objectif de limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5 et 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle. C'est un défi qui est tout à fait majeur
et qui ne sera pas facile à atteindre. Le 22 avril dernier, à New York, 175 États représentant 93% des émissions de gaz à effet de serre mondiales ont signé cet accord. Et j'espère que ce n'est pas fini. Il y en a encore une vingtaine d'autres qui doivent suivre. C'est un moment historique, s'est réjoui en français le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, face à l'Assemblée réunie ce jour-là. Et la France a été et continue d'être la cheville ouvrière de ce jalon majeur dans la prise de conscience globale de la responsabilité collective qui est la nôtre d'agir concrètement pour assurer à notre planète un avenir soutenable. La France et Ségolène Royal donc, président la COP jusqu'en novembre prochain, jusqu'à la COP 22, où le Maroc prendra le relais. Alors, j'étais hier à Casablanca pour une réunion de travail avec la ministre marocaine de l'Environnement, Hakima El Haïté, et je peux vous rassurer, le relais sera pris avec dynamisme, vigueur et clairvoyance par cette extraordinaire ministre marocaine. Mobiliser la quasi-totalité des pays de la planète, c'est formidable. Encore faut-il être exemplaire. Et de ce point de vue, la France s'est dotée de nouveaux outils législatifs avec la transposition des engagements donc, à l'échelle nationale au travers de la promulgation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Cette dernière fixe à l'ensemble de nos filières énergie renouvelable un objectif de 32% de notre mix énergétique à l'horizon donc 2030 et dans le mix électrique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc de 40% à ce même horizon. C'est un défi réaliste mais très ambitieux que nos entreprises et principalement celles qui sont représentées donc par le syndicat des énergies renouvelables sont prêtes à relever forte de la visibilité qui leur est offerte par la loi quant à la volonté de l'État, symbolisée d'ailleurs par la présence aujourd'hui virtuelle, mais représentée par Catherine Chabot et Bruno Légevin, donc la présence de l'État à ces assises. Alors pour ce faire, toutes les formes de production d'énergie renouvelable devront être mobilisées, éolien terrestre, solaire, photovoltaïque, hydroélectricité, biomasse, géothermie et, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, énergie renouvelable en mer. Précisément, pour l'éolien en mer posé et flottant comme pour l'hydrolien, l'année a également été très riche, avec tout d'abord le premier raccordement d'une hydrolienne au réseau électrique à Ouessant, et je salue la performance d'une PME qui s'appelle Sabella, la mise à l'eau d'une première hydrolienne à Paimpol, suivie depuis 3 ou 4 jours d'une deuxième pour un raccordement prévu très prochainement. Et là, je salue l'engagement d'un grand groupe des CNS. Ces avancées, en parallèle du développement des projets pilotes financés par l'ADEME, en cours au Raz-Blanchard, constituent des étapes clés dans l'essor attendu de cette filière prometteuse pour laquelle la France figure en bonne position dans la compétition internationale grâce à la mobilisation de ces entreprises, au soutien des pouvoirs publics et à notre potentiel en la matière qui est le deuxième en Europe. Ensuite, le lancement en août dernier par l'ADEME toujours d'un appel à projet pour des fermes pilotes éoliennes flottantes sur 4 zones, 3 en Méditerranée, 1 en Bretagne, qui permettront de confirmer le caractère industrialisable de ces solutions et préfigureront les futurs projets commerciaux attendus pour le début de la décennie 2020. Là encore, la France, forte de ses atouts naturels et industriels, se situe dans le peloton de tête des nations de l'éolien flottant. En témoigne le dynamisme de nos PME, ETI et grands groupes qui ont pour la plupart répondu présent à l'appel à projet de l'ADEME qui s'annonce d'ores et déjà comme un succès. Dans le même temps,
l'énergie thermique des mers, qu'elle soit exploitée pour produire de l'électricité ou pour produire du froid. Cette énergie thermique des mers donc, poursuit son chemin et constitue toujours, à travers différents projets, dont un bien connu à la Martinique, une vitrine du savoir-faire français en la matière. Au pays du surf, que Monsieur le maire a souligné tout à l'heure, je ne voudrais pas oublier d'évoquer l'énergie houlomotrice qui représente un potentiel colossal et qui doit concentrer les efforts de nos laboratoires et universités afin de voir rapidement émerger une solution technologique permettant d'exploiter de manière technico-économique viable cette formidable énergie des vagues qui fait le bonheur des amateurs de glisse, particulièrement à Biarritz. La recherche et développement, voire la démonstration, doit être poursuivie et soutenue dans cette perspective. J'en viens à l'éolien en mer posé, qui lui aussi a connu son lot de nouvelles dans le courant de cette année. Les premiers parcs issus de l'appel d'offres de 2011 se voient octroyer les autorisations administratives, étape très importante dans la vie d'un projet, puisqu'il s'agit de la dernière avant la mise en œuvre concrète, qui verra la fabrication, l'installation, puis la mise en service de ces premières réalisations de dimension commerciale en France. Les autres projets poursuivent quant à eux leur développement et gageons qu'ils suivront le même chemin dans les prochaines années. En janvier de cette année, un décret majeur est venu simplifier et améliorer substantiellement le cadre réglementaire des projets énergie marine renouvelable. En particulier, il confère à la Cour administrative d'appel de Nantes une compétence de premier ressort en matière de contentieux contre les projets EMR. Il devrait permettre de diviser par 2 le temps de jugement des recours et ainsi limiter leur impact sur le calendrier des projets. Cette disposition répond à une demande récurrente du syndicat des énergies renouvelables et nous tenons une nouvelle fois à remercier les pouvoirs publics pour avoir pris cette disposition. Enfin, Madame la ministre Ségolène Royal a annoncé début avril le lancement d'un 3e appel d'offres que la profession appelle de ses voeux depuis plusieurs années et qui est pour l'instant limité à la seule zone de Dunkerque. Alors, je terminerai ce bilan par une dernière évolution importante pour les différentes filières énergie renouvelable en mer. Il s'agit de la révision de l'arrêté de programmation pluriannuel des investissements de production d'électricité, publié donc à la fin du mois d'avril dernier. Il est venu fixer de nouveaux objectifs pour nos filières à l'horizon 2023. À cette date, ce sont ainsi jusqu'à 9000 MW d'éolien en mer posés, qui seront en cours de réalisation, voire pour certains déjà installés, et 2100 MW supplémentaires de projets éoliens flottants ou hydroliens qui auront pu être initiés par voie d'appel d'offres. Ces cibles, élaborées par les pouvoirs publics en étroite collaboration avec le syndicat, répondent aux attentes des industriels en matière de visibilité à moyen et long terme. Elles permettront la montée en puissance de toute une filière industrielle qui générera à terme des dizaines de milliers d'emplois en France et en particulier dans les zones littorales. Voilà pour le bilan riche de ces 12 derniers mois. S'il est objectivement très satisfaisant pour nos filières, je tiens également à rappeler quelles sont nos attentes et nos espoirs pour poursuivre et accélérer encore cette dynamique. Parmi celles-ci, il y en a une qui implique bien sûr les énergies marines renouvelables, mais qui embrasse toutes nos filières. C'est celle de la publication non plus d'une nouvelle PPI, mais la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue donc par la loi de transition énergétique. Faisant suite donc à la révision de la PPI, elle devra en reprendre les objectifs et constituera le principal outil de pilotage de la transition énergétique avec la stratégie nationale bas carbone annoncée pour le mois de juillet. Pour l'éolien en mer posé, l'enjeu crucial, et ce sera un des grands thèmes de ces assises, l'enjeu crucial de la réduction des coûts
doit nous conduire à être toujours plus ambitieux. Pour rappel, les professionnels du secteur, réunis au sein du syndicat des énergies renouvelables, visent un objectif de 100 à 120 euros par mégawattheure, raccordement compris, pour les projets qui seront mis en service en 2030, c'est-à-dire ceux qui seront décidés avant 2023. Nous nous réjouissons bien sûr du lancement d'un 3e appel d'offres pour l'éolien en mer. Néanmoins, nous souhaitons de nouveau attirer l'attention de l'État sur le fait que la seule zone de Dunkerque ne suffira pas à engager la filière française sur l'ambitieuse courbe de réduction des coûts qu'elle se propose de suivre afin d'être en ligne avec celle déjà observée en Europe. 3 sites pour une puissance allant de 1000 à 2000 MW nous semble un minimum qu'il conviendrait de viser. Le volume est en effet la clé, car c'est en faisant que l'on parviendra à tirer le meilleur profit des nombreux leviers de progrès d'ores et déjà identifiés par les professionnels, leviers techniques, industriels ou encore financiers. C'est également en faisant que, fort d'une expérience acquise sur le marché national, nos entreprises pourront se positionner à l'export en faisant jeu égal avec les grands noms de l'offshore européen. En ce qui concerne les autres technologies, en particulier l'hydrolien et l'éolien flottant, nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme les récentes annonces de Madame Ségolène Royal à propos du lancement d'appels d'offres commerciaux, conformément aux engagements pris dans l'arrêté PPI il y a quelques semaines et répondant à cela, là aussi, à une demande formulée par notre syndicat. Nous nous tenons désormais à la disposition du gouvernement. Donc, je compte sur Bruno pour relayer cette proposition. Donc, pour engager dès à présent les premiers travaux qui permettront d'accélérer ce déploiement, en particulier la concertation pour la définition des zones propices, notamment à travers l'exercice de planification de l'espace maritime qui débute et pour lequel Madame Catherine Chabot, déléguée à la mer et au littoral, a été nommée aux côtés de Ségolène Royal. Il faudra notamment, à travers celui-ci, donc s'assurer que l'ensemble des enjeux économiques, environnementaux, enjeux de sécurité, etc., et des acteurs, et notamment les acteurs historiques de la mer, et je pense en particulier à ceux qui sont représentés par mon ami Gérard Romiti, donc les pêcheurs, que tous ces enjeux et acteurs auront été pris en compte pour trouver le juste équilibre qui devra être celui de la croissance bleue. Ces assises interviennent à un point nommé au cœur de l'actualité bouillonnante de ces filières d'avenir. Planification, industrie, réduction des coûts, financement et export, ces thèmes choisis pour faire l'objet de nos échanges au sein des 3 tables rondes de cet après-midi qui vont suivre constituent les paramètres d'une équation dont la solution vaut la peine de nos efforts conjoints. Je vous souhaite à tous de très bonnes assises des énergies marines renouvelables et je cède la parole à Bruno Legevin. Monsieur le maire, chère Catherine, cher Jean-Louis, cher François, mesdames, messieurs, le développement des énergies marines, éoliens posés et flottants, autres énergies marines, dont les hydroliennes, fait partie des axes prioritaires de développement des énergies renouvelables. Cette priorité se traduit d'abord par l'inscription des objectifs à l'horizon 2018 et surtout 2023 dans l'arrêté d'avril 2016 qui a modifié les arrêtés relatifs aux précédentes PPI et préfigure la future PPE pour ce qui concerne les ENR, PPE que tout le monde attend et qu'on espère on aura, moi aussi d'ailleurs, en juillet. Le processus de consultation a permis de recueillir les souhaits des acteurs et de donner une lisibilité et des objectifs plus élevés que ceux prévus initialement. Ce souhait est entendu avec des objectifs de projets attribués de 500 à 6 000 MW de plus pour l'éolien posé, ça vient d'être dit, et de 200 à 2 000 MW de projets attribués pour l'éolien flottant et les autres EMR, en fonction
du retour d'expérience des premiers projets d'éolien posés et des fermes pilotes pour les autres technologies et sous conditions de prix dans tous les cas. Il s'agit là de concilier lisibilité et volume, permettant aux acteurs des filières de s'engager en confiance d'une part et impératif de compétitivité économique d'autre part. Ce n'est pas une figure de style, mais bien un impératif. L'important de cet objectif de prix compétitif est à souligner. Dans ce contexte, le gouvernement agit concrètement pour enclencher les phases suivantes de ces dynamiques. Nouvel appel d'offres pour l'éolien posé, sans oublier la bonne réalisation des projets déjà attribués. Soutenir l'innovation, l'appel à manifestation d'intérêt pour l'éolien flottant et les autres EMR. Préparation accélérée des appels à projets pour fermes commerciales pour ces technologies, comme l'a annoncé la ministre Ségolène Royal tout récemment. Concernant le nouvel appel d'offres éolien posé à ce jour sur la zone de Dunkerque, pour cet appel d'offres, une nouvelle procédure de mise en concurrence dite dialogue concurrentiel sera mise en place pour réduire les coûts, simplifier les procédures et améliorer la réalisation des projets. Cette procédure repose sur une phase de présélection des candidats sur la base de leurs capacités techniques et financières, une phase de dialogue avec les candidats avant la rédaction du cahier des charges. Cette procédure doit permettre de donner la possibilité aux candidats d'affiner leurs offres au cours du dialogue, ce qui devrait, in fine, avoir un impact positif sur le prix proposé. De sécuriser la procédure en tenant compte des difficultés rencontrées lors des appels d'offres passés, les clauses indemnitaires, les résultats des études de levée de risque pourront être discutés durant le dialogue entre l'État et les candidats présélectionnés. Préciser les conditions de mise en concurrence et favoriser, via le dialogue, le déploiement de technologies innovantes. Par ailleurs, il est prévu, dans le cadre de la nouvelle procédure, de réaliser des études en amont de la désignation du lauréat. Il s'agira tout d'abord des études de dérisquage. Les études de vent seront réalisées par Météo France, celles concernant la bathymétrie, la houle, le courant, la sédimentologie par le CHOM. Les études environnementales ont été confiées à l'IFREMER ainsi que l'agence Air Marine Protégée. La DGEC échange avec les opérateurs concernés pour la réalisation de ces études. Les études géotechniques sont laissées à la charge du lauréat. Ce dossier de connaissances initiales fourni au lauréat ne remplace pas l'étude d'impact que ces derniers aura à réaliser. Il est prévu de mener dans la mesure du possible les études requises avant le raccordement en même temps que les études de risque concernant le développement du parc par les mêmes établissements publics. En termes de simplification des démarches administratives, une mesure phare est étudiée. La désignation du lauréat vaudrait autorisation d'occupation du DPM. Cette mesure devrait permettre l'accélération de la mise en œuvre des projets. Il est à noter que cette nouvelle procédure ne remplace pas les autorisations à demander au titre de la loi sur l'eau. Il est en effet difficile de mettre en œuvre une autorisation unique, comme l'auraient souhaité les professionnels, la réglementation étant différente dans les zones situées en mer territoriale et dans celles en ZEE. Les services en charge des différentes autorisations étant différentes. En outre, la réalisation des études de risque en amont devrait également permettre l'accélération de la mise en œuvre des projets. L'organisation de consultations en amont devrait permettre de gagner du temps au moment du débat public et favoriser l'acceptabilité sur la zone proposée. Pour poursuivre, la planification de l'espace maritime et organiser au mieux une participation effective du public sont dans ce contexte fondamentaux. Il est en effet nécessaire d'encourager la cohabitation des usages, notamment
par l'exercice de planification. Loin d'ouvrir une nouvelle querelle des anciens et des modernes, il s'agit de démontrer que le développement des EMR est conciliable avec les actuels usages de la mer, tels que la pêche. Ce changement de mentalité constitue sans doute une étape clé dans la réussite de la mise en œuvre de la transition énergétique. La consultation du public est prévue à ce jour à différents moments. Premièrement, concertation lors du débat public. Deuxièmement, consultation lors de l'enquête publique pour la réalisation de l'étude d'impact. Nous avons souhaité de plus, dans le cadre du 3e appel d'offres éolien en mer, consulter le public sur le périmètre de la zone proposée. Cette consultation aura lieu en juin-juillet 2016. Il s'agit de vérifier que cette zone réunit les conditions d'acceptabilité, sachant qu'elle a déjà été présélectionnée par les préfets en 2015 sur la base d'analyses et d'échanges. Une autre façon d'associer le public est le financement participatif que nous souhaitons développer afin de faire des projets ENR de véritables projets de territoire. En ce qui concerne le soutien à l'innovation, depuis 2014, plusieurs nouveaux appels à projets ont été lancés dans le cadre du programme des investissements d'avenir pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine des énergies marines. Appel à projets, ferme pilote éolienne en mer flottante, des investissements d'avenir en cours d'instruction. 10 dossiers de candidature ont été reçus à la clôture en avril. Après une première phase de préinstruction, les premières réunions d'instruction avec les porteurs de projets vont débuter dès la semaine prochaine. Compte tenu des contraintes de commande publique qui s'imposent à certains opérateurs, des délais supplémentaires ont été accordés pour préciser leur offre. Leurs dossiers définitifs seront remis fin juillet. Dès lors, il pourrait être envisagé de désigner les lauréats en 2 temps, en fonction du volume alloué in fine à l'appel à projet. La ministre a sollicité le Premier ministre pour augmenter cet appel à projet. Pour ce qui concerne l'appel à projet ferme pilote hydrolienne, projet là aussi en cours de développement, lancé là aussi dans le cadre du programme des investissements d'avenir en octobre 2013, 2 projets ont été désignés lauréats en décembre 2014. Les porteurs de projets ont déposé leur demande d'autorisation administrative et les enquêtes publiques sont prévues à l'été 2016, tandis que les dossiers de notification des aides à la Commission européenne sont lancés ou sont en cours de préparation. Pour l'appel à projet énergie renouvelable en mer et ferme pilote hydrolienne fluviale, il a été lancé début août 2015. Une première clôture est intervenue le 25 janvier 2016, une deuxième clôture est fixée au 19 septembre 2016 et la clôture finale de l'appel à projet est fixée au 20 mars 2017. Par ailleurs, des appels à projets de R&D, Institut de la transition énergétique et énergie marine renouvelable, de l'Agence nationale de la recherche permettent également de soutenir des appels à projets dans ce domaine. L'Agence nationale de la recherche a lancé en 2015 un cycle d'appels à projets Institut de la transition énergétique et énergie marine renouvelable en partenariat avec France Énergie Marine. Les premiers lauréats ont été désignés en décembre 2015. 10 projets ont été retenus pour 10 millions d'investissements total, dont 4 millions d'euros d'aide. Ces projets visent à la caractérisation des sites, la modélisation et l'évaluation des impacts environnementaux et le développement des technologies. La 2e édition est en cours d'instruction pour 2016. Un total de 10 millions d'euros d'aide est prévu sur 3 ans. Enfin, concernant la préparation des futurs appels à projets d'offres éoliens flottants et EMR, nous allons proposer prochainement à la ministre les étapes de cette préparation. En tout état de cause, là aussi une concertation aura lieu avec la profession et l'ADEME, l'ACRE, ERDF, RTE sur les conditions générales sera donc nécessaire. Au vu des puissances envisagées, il est proposé de faire un appel d'offres selon la procédure ordinaire et de ne pas recourir à la procédure du dialogue concurrentiel
qui va être mis en place pour le prochain appel d'offres éolien en mer posé. Compte tenu de la maturité encore précoce des technologies hydroliennes marines et éoliennes flottantes, ce premier appel d'offres devra être construit avec un objectif d'expérimentation afin de permettre de poursuivre le développement de ces filières et d'identifier en avance de phase les technologies les plus prometteuses d'un point de vue économique, en termes d'acceptabilité et d'enjeux environnementaux. Dans une logique d'expérimentation, il faut se poser la question de ne pas restreindre les candidatures sur les zones préidentifiées par l'État. Les porteurs de projets pourraient en effet ainsi choisir leur lieu d'implantation pour optimiser le gisement le plus approprié et la technologie retenue, et aussi se positionner sur les zones qui leur semblent les plus propices à la fois en termes de gisement, donc d'un point de vue économique, d'acceptabilité, donc d'un point de vue environnemental, et vis-à-vis des autres usages de la mer. Ceci semble plus à même de faire émerger les projets les plus intéressants. Ceci nécessiterait des porteurs de projets de bien concerter dès leur candidature avec les collectivités et les acteurs locaux. Les critères de sélection pourraient être le prix et la prise en compte des enjeux environnementaux et d'acceptabilité. La rémunération se ferait sous forme de complément de rémunération créé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et son récent décret d'application. Un prix plafond pourrait être introduit. Les objectifs de puissance et le nombre de projets visés sont à caler en distinguant hydroliennes et éoliens flottants. Il ne s'agit pas là, rappelons-le, il ne s'agit plutôt, rappelons-le, que de des pistes nullement validées par notre ministre et qui seront, ainsi que d'autres sujets, mises en discussion avec la profession et les acteurs concernés. Merci de votre attention.